Il existe des expériences que presque tout le monde a vécues au moins une fois sans jamais parvenir à les expliquer complètement. Tu penses intensément à une personne pendant plusieurs jours. Puis, soudainement, elle t'envoie un message. Tu te réveilles avec son souvenir sans raison apparente et quelques heures plus tard, son nom réapparaît dans une conversation. Pour certains, il s'agit d'une simple coïncidence. Pour d'autres, c'est le signe que quelque chose circule au-delà de ce que nos 5 sens peuvent percevoir. Mais que se passe-t-il réellement lorsqu'une femme pense constamment à un homme? Est-il capable de ressentir cette présence invisible? Peut-il percevoir cette énergie sans même comprendre pourquoi? Ou bien tout cela n'est-il qu'une projection de notre propre esprit? Pour répondre à ces questions, il faut accepter de dépasser une vision uniquement rationnelle des relations humaines. L'être humain ne communique pas seulement avec des mots. Avant même qu'une phrase soit prononcée, un regard, une posture, un silence ou une émotion transmettent déjà une quantité impressionnante d'informations. Notre cerveau capte continuellement des signaux subtils dont nous n'avons même pas conscience. Et si cette sensibilité existe dans les échanges quotidiens, peut-être mérite-t-elle aussi d'être explorée lorsqu'il s'agit de nos pensées les plus profondes. Dans « Vous pouvez guérir votre vie », Louise Hay rappelle que nos pensées ne restent jamais complètement enfermées à l'intérieur de nous. Elles façonnent notre manière de ressentir, d'agir, de parler et, par conséquent, influencent aussi la qualité des relations que nous créons autour de nous. Elles ne sont pas de simples idées qui traversent l'esprit. Elles deviennent progressivement une énergie émotionnelle qui accompagne chacun de nos comportements. Cependant, cette vidéo ne cherche pas à prouver qu'il existe une mystérieuse transmission télépathique entre 2 personnes. La réalité est beaucoup plus intéressante que cela. Ce qui relie profondément 2 êtres n'est pas forcément un phénomène surnaturel. C'est souvent un ensemble complexe de mémoire émotionnelle, d'intuition, d'attachement, de langage non verbal et de schémas inconscients que nous portons depuis parfois très longtemps. Et c'est précisément là que commence la véritable question. Lorsqu'une femme pense constamment à un homme, qu'est-ce qui voyage réellement jusqu'à lui? Est-ce l'amour, le manque, la peur de le perdre, le désir d'être choisie, ou quelque chose d'encore plus profond qu'elle ne voit pas encore elle-même? Avant d'aller plus loin, prends quelques secondes pour t'abonner à la chaîne, laisser un « j'aime » et écrire dans les commentaires « Je choisis la paix plutôt que le manque ». Dans les prochaines minutes, nous allons explorer non seulement ce qu'un homme peut ressentir lorsque tu penses souvent à lui, mais aussi pourquoi certaines pensées rapprochent 2 personnes alors que d'autres créent exactement l'effet inverse. Tu découvriras que la véritable réponse ne dépend peut-être pas de lui, mais de la qualité émotionnelle des pensées que tu entretiens chaque jour. Et il est possible qu'à la fin de cette vidéo, tu ne regardes plus jamais tes propres pensées de la même manière. Beaucoup de personnes imaginent que penser intensément à quelqu'un suffit à créer une connexion invisible. Elles se disent « si je pense assez fort à lui, il finira par ressentir quelque chose ». Cette idée est séduisante parce qu'elle donne l'impression de pouvoir agir sur une situation qui nous échappe. Pourtant, la réalité psychologique est plus subtile. Ce qui influence profondément une relation n'est pas seulement la fréquence des pensées, mais surtout l'état émotionnel dans lequel elles prennent naissance. 2 femmes peuvent penser au même homme toute la journée sans envoyer la même énergie. La première se souvient de lui avec tendresse. Elle espère qu'il va bien. Elle ressent de la gratitude pour ce qu'ils ont partagé et, même si son absence lui manque parfois, elle continue à vivre pleinement sa propre vie. La seconde, au contraire, tourne sans cesse autour des mêmes questions. Pourquoi n'a-t-il pas répondu? Pense-t-il encore à moi? Ai-je fait quelque chose de mal? Chaque pensée devient une tentative de reprendre le contrôle d'une situation qu'elle ne maîtrise plus. Extérieurement, les 2 semblent vivre la même chose. Intérieurement, elles traversent 2 réalités totalement différentes. Le texte inspiré de Louise Hay insiste justement sur cette nuance essentielle. Ce n'est pas uniquement la pensée qui possède une force créatrice, mais l'émotion qui lui donne sa direction. Une pensée portée par la confiance ne produit pas les mêmes effets qu'une pensée nourrie par la peur ou le manque. Dans la vie quotidienne, ce phénomène apparaît souvent sans que nous le remarquions. Imagine qu'une personne attende un message important. Au début, elle regarde simplement son téléphone de temps en temps. Puis les minutes passent. Elle vérifie une nouvelle fois. Ensuite encore, peu à peu, toute son attention se concentre sur cette attente. Chaque vibration devient un espoir. Chaque silence semble contenir une réponse.
À la fin de la journée, elle est épuisée. Non pas parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais parce que son esprit est resté en état d'alerte pendant des heures. Le cerveau fonctionne ainsi lorsqu'il associe une personne à son propre équilibre émotionnel. Il ne pense plus seulement à l'autre, il dépend progressivement de lui. C'est là que commence la différence entre aimer quelqu'un et s'accrocher inconsciemment à ce qu'il représente. Très souvent, ce n'est pas l'homme lui-même qui occupe toute la place dans l'esprit d'une femme. C'est ce qu'elle imagine ressentir s'il revenait, s'il écrivait, s'il choisissait enfin de rester. Derrière son visage se cachent parfois des besoins beaucoup plus profonds. Le besoin d'être rassurée, reconnue, désirée, importante pour quelqu'un. Et c'est parfaitement humain. Nous cherchons tous, à différents moments de notre vie, des preuves que nous comptons pour quelqu'un. Le problème apparaît lorsque cette recherche devient la seule source de sécurité intérieure. À partir de cet instant, les pensées changent de nature. Elles ne ressemblent plus à une présence affectueuse. Elles deviennent une surveillance silencieuse. L'esprit analyse tout. Un message plus court que d'habitude. Une réponse arrivée 2 heures plus tard. Une photo publiée sans explication. Peu à peu, la personne ne regarde plus la réalité telle qu'elle est. Elle regarde surtout ce que son anxiété lui raconte. Carl Jung observait que ce que nous ne reconnaissons pas en nous est souvent projeté sur les autres. Cette idée éclaire beaucoup de situations amoureuses. Lorsqu'une femme doute profondément de sa propre valeur, elle risque d'interpréter chaque distance comme une preuve qu'elle n'est pas assez aimée. Pourtant, cette peur existait souvent avant même cette relation. L'autre ne l'a pas créée. Il l'a simplement rendue visible. Voilà pourquoi certaines histoires semblent réveiller des émotions démesurées. Une séparation devient insupportable. Un silence paraît interminable. Une absence prend des proportions immenses. Ce n'est pas uniquement parce que l'amour est profond, c'est parfois parce que cette relation est entrée en contact avec une blessure beaucoup plus ancienne. Le plus intéressant est que les hommes ressentent souvent cette différence, même sans pouvoir l'expliquer. Ils ne lisent pas les pensées mot à mot. En revanche, ils perçoivent parfois le climat émotionnel qui accompagne la relation. Une présence calme donne envie de s'approcher. Une attente permanente peut, au contraire, créer une pression difficile à nommer. Beaucoup d'hommes décrivent ce sentiment sans utiliser un langage psychologique. Ils disent simplement qu'ils se sentent étouffés, observés, ou qu'ils ont besoin de prendre de la distance, sans savoir exactement pourquoi. Cela ne signifie pas que penser à « quelqu'un est mauvais ». Tout dépend de la manière dont cette pensée habite ton esprit. Si elle laisse de la place à la liberté, à la confiance et au respect de l'autre, elle n'a pas la même qualité que lorsqu'elle devient une tentative permanente de combler un vide intérieur. C'est précisément ici que Louise Hay propose un changement de perspective profondément libérateur. Au lieu de demander sans cesse « Que ressent-il lorsque je pense à lui ?» Elle nous inviterait probablement à poser une autre question. Qu'est-ce que mes pensées révèlent aujourd'hui sur la relation que j'entretiens avec moi-même? Cette question change tout, parce qu'à partir de ce moment-là, l'attention cesse de tourner uniquement autour de l'autre. Elle revient doucement vers son véritable point de départ. Toi. Il existe une différence subtile que beaucoup de personnes ne remarquent jamais. Elles disent penser constamment à quelqu'un, alors qu'en réalité, leur esprit ne tourne pas uniquement autour de cette personne. Il tourne autour des émotions qu'elle provoque. Ce détail paraît insignifiant. Pourtant, il change complètement la manière de comprendre les relations. Lorsqu'un homme occupe sans cesse tes pensées, demande-toi ce qui revient réellement. Est-ce son rire? Sa façon de parler? Les moments passés ensemble? Ou bien est-ce cette sensation d'attendre quelque chose qui n'arrive pas? Très souvent, ce n'est pas la personne qui envahit l'esprit, mais l'incertitude qu'elle laisse derrière elle. Le cerveau humain supporte étonnamment mal les histoires inachevées. Il préfère parfois une réponse douloureuse à une absence de réponse. C'est pourquoi certaines relations continuent d'occuper une place immense longtemps après leur fin. Elles n'ont pas forcément été les plus heureuses. Elles sont simplement restées incomplètes. Les psychologues parlent souvent de tension cognitive. Lorsqu'une situation ne trouve pas de conclusion claire, le cerveau continue inconsciemment à y revenir. Il cherche une logique, une explication, un détail qui lui permettrait enfin de refermer le dossier. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'une relation s'arrête sans véritable dialogue, lorsqu'un homme s'éloigne progressivement sans donner de raison, ou lorsqu'une histoire reste suspendue entre l'espoir et le doute.
Beaucoup interprètent alors cette obsession comme une preuve d'amour exceptionnel. Pourtant, il s'agit parfois d'un besoin très humain de résoudre ce qui est resté ouvert. Le texte inspiré de Louise Hay invite à observer ces mécanismes avec douceur plutôt qu'avec culpabilité. Nos pensées ne sont pas nos ennemis. Elles essaient souvent d'attirer notre attention sur une blessure qui demande encore à être comprise. Mais si nous les suivons sans jamais les questionner, elles peuvent aussi nous enfermer dans un cercle où chaque souvenir nourrit le suivant. Dans la vie quotidienne, ce phénomène prend des formes très discrètes. Une femme entend une chanson qu'ils écoutaient ensemble, et toute une série d'émotions réapparaît. Elle passe devant un café où ils avaient l'habitude de se retrouver. Son téléphone affiche un ancien message sauvegardé. Aucun de ces événements n'est extraordinaire, mais chacun agit comme une clé qui ouvre une porte restée entr'ouverte. Ce qui est frappant, c'est que le cerveau ne revit pas toujours les souvenirs tels qu'ils étaient. Il les reconstruit. Il oublie certains détails, en embellit d'autres et crée parfois une version idéalisée de la relation. C'est là qu'intervient un mécanisme psychologique très puissant. Nous avons tendance à regretter davantage ce que nous avons imaginé que ce que nous avons réellement vécu. Une relation inachevée laisse souvent plus de place à l'imagination qu'une relation pleinement vécue. L'esprit commence alors à écrire des scénarios. Et si les choses avaient été différentes? Et s'il revenait aujourd'hui? Et si nous avions simplement eu besoin de plus de temps? Ces questions donnent l'impression de maintenir le lien vivant, mais elles maintiennent surtout l'esprit dans un état d'attente. Carl Jung observait que l'être humain ne tombe pas uniquement amoureux d'une personne. Il tombe aussi amoureux des parties de lui-même que cette personne fait émerger. Cette idée mérite d'être méditée. Parfois, un homme nous rappelle une version de nous-mêmes que nous avions oubliée, plus spontanée, plus confiante, plus joyeuse. Lorsqu'il disparaît, nous croyons avoir perdu cette sensation avec lui, alors qu'elle nous appartenait déjà. Nous avions simplement cessé de la reconnaître comme une partie de nous. C'est peut-être pour cette raison que certaines séparations sont si difficiles. Elles donnent l'impression qu'une partie de notre identité est partie avec l'autre. Pourtant, ce qui a disparu n'est pas toujours l'amour. C'est parfois le miroir dans lequel nous nous étions habitués à nous regarder. Notre époque rend ce phénomène encore plus complexe. Autrefois, lorsqu'une relation prenait fin, les occasions de rester connectés diminuaient naturellement. Aujourd'hui, une seule recherche suffit pour savoir si l'autre est en voyage, avec des amis ou dans une nouvelle relation. Sans même lui parler, il continue d'occuper une place dans notre quotidien numérique. Beaucoup pensent que cette proximité apaise le manque. En réalité, elle le prolonge souvent. Le cerveau reste dans une zone floue où la personne semble présente sans être réellement accessible. C'est une situation émotionnellement épuisante. Tu n'es plus vraiment avec lui, mais tu n'es pas complètement sans lui non plus. 7. Ambiguïté consomme énormément d'énergie psychique. Peu à peu, certaines personnes commencent à vivre davantage dans leur projection que dans leur réalité. Elles imaginent des conversations qui n'auront peut-être jamais lieu. Elles analysent des détails qui n'ont parfois aucune signification. Elles attribuent une intention à un silence, à une photo ou à une heure de connexion. Plus le vide d'information est grand, plus l'imagination travaille. Et plus l'imagination travaille, plus l'émotion paraît réelle. Pourtant, les émotions les plus intenses ne sont pas toujours les plus fiables. Elles racontent souvent davantage notre histoire intérieure que celle de l'autre. Il existe un exercice très simple, mais rarement pratiqué. Au lieu de se demander « Pourquoi est-ce que je pense autant à lui ?», il est parfois plus révélateur de demander « À quel moment est-ce que je pense le plus à lui ?» Beaucoup découvrent alors un schéma étonnant. Les pensées deviennent plus envahissantes lorsqu'ils se sentent seuls, fatigués, stressés ou en manque de reconnaissance. Ce n'est pas un hasard. Le cerveau cherche naturellement une source de réconfort lorsqu'il traverse une période de vulnérabilité. Et s'il a associé cette personne à un sentiment de sécurité ou d'espoir, il reviendra spontanément vers cette image. Cela ne signifie pas que les sentiments sont faux. Cela signifie simplement qu'ils sont parfois amplifiés par un état émotionnel plus large. Comprendre. Cette nuance change profondément le regard que l'on porte sur soi. On cesse progressivement de croire que chaque pensée est un message mystérieux venant de l'univers ou une preuve que l'autre ressent exactement la même chose. On commence plutôt à écouter ce que ces pensées révèlent de nos besoins actuels. Ont-elles besoin d'être nourries ou d'être comprises? À partir de cet instant, quelque chose s'apaise. Non parce que les souvenirs disparaissent, mais parce qu'ils cessent de diriger silencieusement chaque journée.
Penser à quelqu'un devient alors un choix plus qu'un réflexe. Et c'est souvent à ce moment précis que le lien change de nature. Il n'est plus porté par le manque ou par l'attente. Il devient une émotion plus calme, plus lucide, capable d'exister sans prendre toute la place. C'est dans cet espace intérieur, où l'attachement laisse progressivement place à la compréhension, que commence une forme beaucoup plus profonde de liberté émotionnelle. Il y a un phénomène que l'on attribue souvent à l'amour, alors qu'il parle parfois davantage de notre identité. Après une séparation ou un éloignement, certaines personnes disent « il me manque tous les jours ». Pourtant, si elles prennent le temps d'observer leurs souvenirs avec honnêteté, elles découvrent quelque chose d'inattendu. Ce qui leur manque n'est pas toujours uniquement l'autre. C'est aussi celle qu'elles étaient lorsqu'ils faisaient partie de leur vie. Une relation ne change pas seulement notre emploi du temps. Elle modifie discrètement notre manière d'habiter le monde. On développe de petites habitudes dont on ne prend conscience qu'après leur disparition. On envoie spontanément une photo en voyant quelque chose qui lui aurait plu. On pense à raconter une anecdote le soir. On prépare inconsciemment une place pour cette personne dans ses projets du week-end ou dans les détails les plus ordinaires de la journée. Lorsque tout cela s'arrête, ce n'est pas seulement une présence qui disparaît. C'est une façon de vivre qui s'interrompt. Le cerveau déteste ces ruptures de continuité. Il préfère une histoire cohérente, même imparfaite, à une histoire interrompue. Voilà pourquoi tant de personnes continuent à dialoguer intérieurement avec quelqu'un qui n'est plus là. Elles imaginent ce qu'elles auraient voulu dire. Elles rejouent certaines conversations en changeant les réponses. Elles construisent des scénarios où tout se termine enfin comme elles l'espéraient. Ce n'est pas nécessairement parce qu'elles refusent la réalité. C'est souvent parce que l'esprit cherche instinctivement à refermer ce qui est resté inachevé. Le texte inspiré de Louise Hay rappelle que nos pensées deviennent puissantes lorsqu'elles sont entretenues quotidiennement. Mais il est intéressant de remarquer que toutes les pensées n'ont pas la même fonction. Certaines construisent, d'autres tentent simplement de réparer intérieurement une expérience qui n'a jamais trouvé sa conclusion. Tant que cette différence n'est pas comprise, beaucoup confondent attachement émotionnel et intuition profonde. Il suffit d'observer ce qui se passe dans les périodes de transition. Une femme change de travail, déménage ou traverse une période de solitude. Sans raison apparente, elle recommence soudainement à penser à un homme qu'elle n'avait plus évoqué depuis longtemps. Elle peut croire que l'univers lui envoie un signe. Pourtant, il existe une autre explication, souvent plus proche de la réalité psychologique. Les périodes d'incertitude réactivent naturellement les souvenirs associés à des moments où l'on s'était senti en sécurité, aimé ou compris. Le cerveau ne cherche pas uniquement cette personne. Il cherche l'état émotionnel qu'il associe à sa présence. Notre mémoire affective fonctionne rarement comme une archive fidèle. Elle ressemble davantage à un artiste qu'à un historien. Avec le temps, elle adoucit certaines scènes, efface des conflits, accentue des instants de tendresse et oublie parfois les raisons mêmes qui avaient conduit à la distance. C'est un mécanisme normal. Le souvenir n'est jamais une simple photographie du passé. Il est constamment réécrit par l'émotion présente. C'est pourquoi certaines relations semblent devenir plus belles une fois, terminées, qu'elles ne l'étaient lorsqu'elles existaient réellement. Ce phénomène ne signifie pas que les sentiments étaient faux. Il montre simplement que la mémoire ne conserve pas les événements de manière neutre. Elle conserve surtout ce qui nourrit le récit, que nous faisons de notre propre vie. Carl Jung observait que chacun porte en lui des images inconscientes qui influencent profondément ses relations. Nous croyons parfois rencontrer une personne telle qu'elle est, alors que nous rencontrons aussi ce qu'elle représente pour notre monde intérieur. Un homme peut devenir le symbole de la protection, de la liberté, de la reconnaissance ou même d'une seconde chance. Lorsqu'il s'éloigne, ce n'est donc pas uniquement sa présence qui semble disparaître. C'est tout ce qu'il incarnait silencieusement. Cette idée explique pourquoi deux femmes peuvent vivre exactement la même séparation et traverser des expériences émotionnelles totalement différentes. L'une souffre quelques semaines, puis retrouve progressivement son équilibre. L'autre reste prisonnière de cette histoire pendant des années. La différence ne dépend pas seulement de la relation. Elle dépend aussi de la place symbolique que cette personne occupait dans leur vie intérieure. Dans les sociétés modernes, ce processus est encore renforcé par la vitesse avec laquelle nous passons d'une stimulation à une autre. Les journées sont remplies de notifications, de rendez-vous, d'obligations et de contenus qui sollicitent continuellement notre attention. Pourtant, lorsque tout ralentit enfin, le soir ou pendant un trajet en voiture, certaines pensées reviennent avec une force inattendue.
Beaucoup pensent alors qu'elles n'ont jamais cessé d'aimer. Il est parfois plus juste de dire qu'elles n'ont jamais eu l'occasion de véritablement écouter ce qui se passait en elles. Le silence agit comme un miroir. Il ne crée pas les émotions. Il révèle celles qui attendaient, déjà derrière le bruit quotidien. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes remplissent instinctivement chaque instant libre. Elles allument une musique dès qu'elles rentrent chez elles. Elles consultent leur téléphone dans les files d'attente. Elles regardent une série avant de dormir, non parce qu'elles en ont réellement envie, mais parce qu'elles redoutent le moment où leur esprit recommencera à parler. Pourtant, ces moments de calme contiennent souvent des informations précieuses. Ils montrent ce qui continue d'occuper notre énergie mentale sans que nous en ayons conscience. Ils révèlent les blessures qui demandent encore à être comprises, mais aussi les parties de nous-mêmes que nous avons confiées à quelqu'un d'autre sans nous en apercevoir. C'est là qu'une question devient plus importante que toutes les autres. Lorsque tu penses à cet homme, cherches-tu réellement à le retrouver? Ou cherches-tu à retrouver la femme que tu étais lorsque tu te sentais vivante à ses côtés? La réponse est parfois déstabilisante, parce qu'elle oblige à déplacer le regard. On cesse progressivement d'étudier uniquement les réactions de l'autre pour commencer à explorer sa propre histoire. On découvre alors que certaines attentes ne sont pas nées dans cette relation. Elles existaient bien avant. Elles cherchaient déjà quelqu'un capable de les apaiser. Cette prise de conscience ne rend pas les sentiments moins sincères. Au contraire, elle leur donne un contexte plus profond, et c'est souvent à cet instant qu'une relation cesse d'être seulement une histoire entre deux personnes. Elle devient aussi une rencontre avec soi-même. Non pas la version idéale que l'on aimerait montrer au monde, mais celle qui porte encore des peurs, des besoins de reconnaissance, des élans de tendresse et des fragilités silencieuses. En acceptant de regarder cette réalité sans jugement, quelque chose commence lentement à changer. Les pensées perdent leur caractère obsessionnel. Elles deviennent moins une tentative de retenir quelqu'un qu'une invitation à mieux comprendre ce qui, en nous, cherchait depuis longtemps à être entendu. C'est dans cette compréhension, bien plus que dans la poursuite d'une réponse extérieure, que naît une forme de paix émotionnelle capable de transformer durablement notre manière d'aimer. Il existe une idée largement répandue selon laquelle l'amour dépend principalement des gestes visibles. Dire les bons mots, envoyer le bon message au bon moment, montrer davantage d'attention ou faire plus d'efforts. Ces éléments ont évidemment leur importance, mais ils ne racontent jamais toute l'histoire. Les relations humaines se construisent aussi à partir d'une multitude de signaux que personne ne décide consciemment d'envoyer. Une respiration qui change lorsqu'une personne entre dans une pièce. Une voix qui devient plus tendue. Une manière de regarder sans vraiment voir. Un silence qui n'a pas la même texture qu'avant. Nous sommes beaucoup plus sensibles à ces détails que nous l'imaginons. Les chercheurs en psychologie sociale montrent depuis longtemps qu'une grande partie de notre communication ne passe pas par les mots. Nous détectons inconsciemment les variations d'expression, les hésitations, les micro-changements de posture et même certains rythmes émotionnels. Nous ne savons pas toujours expliquer pourquoi quelqu'un nous apaise ou, au contraire, nous met mal à l'aise. Pourtant, notre système nerveux réagit bien avant que notre esprit formule une explication. C'est, sans doute pour cette raison, que certaines personnes pensent énormément à un homme sans jamais créer davantage de proximité, tandis que d'autres semblent dégager une présence qui attire naturellement les échanges. La différence ne vient pas uniquement de ce qu'elles ressentent pour lui. Elle vient souvent de la manière dont elles habitent leur propre monde intérieur. Une personne qui vit dans une attente permanente ne s'en rend généralement pas compte. Elle croit agir normalement. Pourtant, cette attente influence peu à peu son comportement. Les conversations deviennent plus stratégiques que spontanées. Les silences paraissent plus lourds. Chaque interaction semble porter un enjeu invisible. Sans le vouloir, elle cesse d'être présente dans la rencontre elle-même. Une partie de son esprit est déjà occupée à interpréter ce que cette rencontre signifie pour l'avenir. À l'inverse, lorsqu'une personne retrouve une certaine stabilité intérieure, quelque chose change dans sa manière d'être. Elle écoute davantage qu'elle n'anticipe. Elle répond plus naturellement. Elle ne cherche plus à contrôler l'impression qu'elle produit à chaque instant. Cette différence paraît presque imperceptible, pourtant elle modifie profondément la qualité du lien. Le texte inspiré de Louise Hay rappelle souvent que l'amour de soi ne consiste pas à se convaincre que l'on est parfait. Il consiste à développer une relation suffisamment paisible avec soi-même
pour ne plus demander aux autres de réparer en permanence ce qui nous fait souffrir intérieurement. Cette idée change complètement la manière de regarder les relations. Car beaucoup de personnes cherchent inconsciemment un partenaire qui calme leur anxiété plutôt qu'un partenaire avec qui construire une relation équilibrée. La nuance est immense. Dans le premier cas, chaque échange devient une forme de médicament émotionnel. Lorsque l'autre est présent, tout paraît aller mieux. Lorsqu'il s'éloigne, même brièvement, le manque revient avec une intensité disproportionnée. Le cerveau associe alors cette personne à un soulagement psychologique, ce qui renforce encore davantage l'attachement. Mais cette dynamique possède un coût invisible. Plus une personne devient indispensable à ton équilibre intérieur, plus tu risques d'avoir peur de la perdre. Et plus cette peur grandit, plus elle influence discrètement tes comportements. C'est ainsi que naissent certaines contradictions que beaucoup connaissent sans parvenir à les expliquer. Une femme souhaite être naturelle, mais elle réfléchit longuement avant d'envoyer un simple message. Elle aimerait profiter de chaque rencontre. Pourtant, une partie de son attention reste absorbée par une question silencieuse. Est-ce qu'il ressent la même chose que moi? Elle voudrait vivre pleinement le présent, mais son esprit se projette constamment dans ce qui pourrait arriver demain. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est souvent un excès d'inquiétude. Notre époque nourrit facilement cette inquiétude. Les applications de messagerie indiquent si un message a été lu. Les réseaux sociaux permettent de voir si quelqu'un est connecté, où il se trouve ou avec qui il passe du temps. Nous disposons de beaucoup plus d'informations qu'autrefois, mais paradoxalement, nous nous sentons parfois encore plus incertains, parce que l'information n'efface pas toujours le doute. Elle lui donne simplement de nouveaux objets. Un simple délai de réponse devient parfois le point de départ de dizaines d'interprétations. Une photo peut déclencher des scénarios entiers. Un changement d'habitude semble cacher une intention secrète. Le cerveau humain déteste les zones d'incertitude. Lorsqu'il manque des éléments, il préfère souvent inventer une explication plutôt que d'accepter de ne pas savoir. C'est là qu'intervient une forme de fatigue psychologique dont on parle très peu. Il est épuisant de vivre dans une interprétation permanente. Analyser chaque détail demande une énergie considérable. Peu à peu, la relation cesse d'être un lieu de partage. Elle devient un objet d'analyse. On ne regarde plus l'autre pour le rencontrer, mais pour vérifier si quelque chose a changé. Cette manière de vivre finit par éloigner une personne de l'instant présent. Elle ne voit plus ce qui existe. Elle observe surtout ce qu'elle craint de perdre. Carl Jung écrivait que ce qui reste inconscient cherche constamment à se manifester. Dans les relations, cela signifie souvent que les peurs anciennes trouvent un nouveau visage. Une simple distance réveille parfois un ancien sentiment d'abandon. Une incompréhension rappelle inconsciemment des blessures beaucoup plus anciennes. L'homme en face n'est pas toujours à l'origine de cette émotion. Il devient parfois le déclencheur d'une mémoire affective qui attendait depuis longtemps l'occasion de s'exprimer. Comprendre cela ne sert pas à minimiser les sentiments, au contraire, cela permet de les regarder avec davantage de lucidité. Lorsqu'une femme commence à distinguer ce qui appartient à la relation actuelle de ce qui appartient à son histoire personnelle, quelque chose se détend naturellement. Elle cesse progressivement de demander à l'autre de résoudre des blessures qu'il n'a jamais créées. Elle retrouve une capacité précieuse, celle d'aimer sans transformer chaque émotion en preuve. Chaque silence en menace ou chaque incertitude en catastrophe, c'est souvent à partir de ce moment que la relation change de qualité, non parce que l'autre devient soudain différent, mais parce que l'espace entre les deux cesse d'être occupé par la peur. Et lorsqu'une relation n'est plus dirigée par la peur, elle laisse enfin apparaître quelque chose de beaucoup plus rare, une présence sincère, où chacun peut être vu pour ce qu'il est réellement et non pour le rôle inconscient qu'il était censé jouer dans l'histoire intérieure de l'autre. Il existe des moments où une personne réapparaît soudainement dans notre esprit sans qu'aucun événement précis ne l'explique. Tu es occupé par une tâche banale, tu fais les courses, tu conduis ou tu prépares ton café du matin et son visage surgit pendant quelques secondes. La plupart du temps, nous cherchons immédiatement une signification particulière à cette expérience. Nous nous demandons s'il pense à nous au même instant, si un lien invisible s'est activé ou si l'univers tente de nous transmettre un message. Cette interprétation est compréhensible, mais elle oublie souvent un élément essentiel. Notre mémoire émotionnelle fonctionne selon une logique qui lui est propre.
Elle ne suit ni l'horloge, ni le calendrier. Un parfum, une lumière de fin d'après-midi, une façon de rire entendue dans la rue, ou même une sensation de fatigue peuvent réveiller un souvenir profondément enfoui. Le cerveau ne nous prévient pas. Il fait simplement remonter une association qu'il avait enregistrée parfois plusieurs années auparavant. Il en va exactement de même pour les hommes. Contrairement à une idée très répandue, beaucoup d'hommes vivent eux aussi des retours émotionnels inattendus. La différence est que nombre d'entre eux les verbalisent moins facilement. Ils peuvent ressentir une nostalgie soudaine sans chercher immédiatement à lui donner un sens. Certains continuent leur journée comme si de rien n'était. D'autres reprennent brièvement contact, puis disparaissent à nouveau. Ce comportement est souvent interprété comme de l'incohérence ou un manque de sincérité. Pourtant, il reflète parfois une manière différente de gérer les émotions plutôt qu'une absence de sentiments. La psychologie montre que beaucoup d'hommes ont appris très tôt à réguler leurs émotions en les mettant à distance plutôt qu'en les exprimant. Cela ne signifie pas qu'ils ressentent moins. Cela signifie qu'ils ont souvent développé d'autres stratégies pour vivre avec ce qu'ils ressentent. Lorsqu'un souvenir réapparaît, ils cherchent parfois à le ranger rapidement afin de retrouver leur équilibre quotidien. Ce fonctionnement peut donner l'impression qu'ils oublient facilement. En réalité, certaines émotions restent présentes beaucoup plus longtemps qu'ils ne le montrent. Le texte inspiré de Louise Hay rappelle que l'énergie que nous entretenons intérieurement influence notre manière d'entrer en relation avec les autres. Mais cette influence ne passe pas nécessairement par un phénomène mystérieux ou surnaturel. Elle agit d'abord à travers notre façon d'être, notre disponibilité émotionnelle, notre manière d'écouter, de regarder et de réagir. C'est précisément cette réalité qui est souvent confondue avec une sorte de transmission magique des pensées. Prenons une situation très simple. Une femme pense intensément à un homme depuis plusieurs semaines. Pendant ce temps, elle devient plus attentive à tout ce qui le concerne. Elle remarque son prénom plus facilement. Elle interprète certains événements comme des signes. Si cet homme reprend finalement contact, elle conclut naturellement que ses pensées ont produit cet effet. Pourtant, une autre explication existe aussi. Pendant toute cette période, son attitude a peut-être changé. Son anxiété s'est apaisée. Son langage est devenu plus spontané. Ses échanges sont moins chargés d'attentes. Sans s'en rendre compte, elle est devenue plus agréable à approcher. Ce qui change parfois une relation n'est donc pas la pensée elle-même. C'est la personne que cette pensée est en train de transformer. Cette nuance est essentielle, car elle redonne à chacun une forme de responsabilité intérieure. Elle évite de placer toute l'attention sur ce que l'autre ressent pour revenir à une question plus féconde. Que deviennent mes pensées lorsqu'elles habitent mon quotidien? M'ouvrent-elles davantage au monde ou m'enferment-elles dans une attente silencieuse? Beaucoup de relations s'épuisent, non pas à cause d'un manque d'amour, mais parce que chacun finit par porter un rôle qui n'est plus le sien. L'un devient celui qui rassure constamment, l'autre celui qui attend d'être rassuré. L'un prend l'habitude de poursuivre, l'autre celle de s'éloigner. Peu à peu, la relation cesse d'être une rencontre entre deux individus. Elle devient un équilibre fragile entre deux mécanismes psychologiques qui se répondent. Dans ces situations, penser davantage à l'autre ne résout généralement rien. Au contraire, cela peut parfois renforcer le cercle dans lequel chacun reste enfermé. Il existe pourtant une autre manière d'aimer, une manière beaucoup moins spectaculaire, mais souvent plus solide. Elle consiste à continuer de porter quelqu'un dans son cœur sans lui demander inconsciemment de porter tout le poids de notre équilibre émotionnel. Cette différence est discrète, mais elle change profondément la qualité du lien. Lorsqu'une personne cesse d'attendre que l'autre calme chacune de ses peurs, les échanges deviennent plus libres. Ils ne sont plus dictés par l'urgence d'obtenir une preuve d'amour. Ils retrouvent une forme de simplicité que beaucoup avaient oubliée. Il est intéressant d'observer les couples qui traversent les années avec une certaine sérénité. Ils ne sont pas ceux qui pensent constamment l'un à l'autre au point d'en devenir obsédés. Ils sont souvent ceux qui ont construit suffisamment de confiance pour continuer à vivre pleinement, même lorsque l'autre n'est pas présent. Leur lien n'est pas alimenté par l'inquiétude permanente, mais par une sécurité intérieure qui permet à chacun de respirer. 7. Sécurité ne signifie pas l'absence de conflit, elle signifie que le silence n'est plus automatiquement interprété comme une menace, qu'une journée chargée ne devient pas immédiatement une preuve de désintérêt, qu'une différence d'opinion n'est pas vécue comme le début de la fin. Cette stabilité émotionnelle est rarement spectaculaire. Pourtant,
elle transforme complètement la manière dont deux personnes se rencontrent. Carl Jung écrivait que la rencontre de deux personnalités ressemble au contact de deux substances chimiques. Si une réaction se produit, les deux sont transformés. Cette phrase est souvent citée pour parler de l'amour, mais elle dit aussi quelque chose de très important. Une relation saine ne consiste pas à absorber l'identité de l'autre, ni à attendre qu'il guérisse nos blessures. Elle permet plutôt à chacun de devenir un peu plus conscient de lui-même. Peut-être est-ce là la véritable question que cette vidéo invite à explorer. Non pas « que ressent-il lorsque je pense souvent à lui ?» mais plutôt « quelle personne suis-je en train de devenir pendant que je pense à lui ?» Car c'est souvent cette réponse qui détermine la qualité de toutes les autres. Lorsque les pensées nourrissent la peur, elles rétrécissent progressivement le monde intérieur. Lorsque ces mêmes pensées sont traversées par le respect, la confiance et une véritable paix avec soi-même, elles cessent d'être une prison. Elles deviennent simplement l'expression naturelle d'un attachement qui ne cherche plus à posséder, à convaincre ou à retenir. Et cette différence, bien qu'invisible au premier regard, est souvent celle qui transforme le plus profondément la manière dont deux êtres finissent par se rencontrer. Lorsque l'on parle d'amour, nous avons tendance à croire que toutes les pensées dirigées vers une personne ont la même nature. Pourtant, si l'on observe attentivement ce qui se passe dans l'esprit humain, on découvre rapidement que deux pensées peuvent sembler identiques en apparence tout en naissant de besoins complètement différents. Une femme peut penser à un homme parce qu'elle ressent une affection profonde et paisible. Une autre peut penser à lui avec la même fréquence, mais être portée par une inquiétude constante, une peur de l'oubli, ou le besoin d'obtenir enfin une réponse qui lui permettrait de retrouver un peu de stabilité. De l'extérieur, rien ne distingue ces deux situations. À l'intérieur, elles n'ont pourtant presque rien en commun. Le cerveau ne traite pas seulement les souvenirs, il traite aussi les besoins qui leur sont associés. Lorsqu'une relation a représenté une source importante de sécurité émotionnelle, son absence laisse parfois une sensation comparable à celle que l'on ressent lorsqu'une habitude disparaît brutalement. Ce n'est pas uniquement le manque de la personne qui crée l'inconfort. C'est aussi la disparition d'un rythme auquel l'esprit s'était habitué. Beaucoup découvrent alors que ce qu'ils appelaient « penser constamment à quelqu'un » est parfois une tentative inconsciente de retrouver un équilibre qui dépendait autrefois de cette relation. C'est un phénomène particulièrement visible après les ruptures, mais il existe aussi dans les histoires qui ne commencent jamais vraiment. Certaines personnes restent attachées pendant des années à quelqu'un avec qui elles n'ont finalement partagé que très peu de moments. Vu de l'extérieur, cela paraît incompréhensible. Comment quelques rencontres ou quelques conversations peuvent-elles laisser une trace aussi profonde? La réponse se trouve rarement dans la durée de la relation. Elle se trouve dans la place qu'elle a occupée dans l'imaginaire de la personne. L'esprit humain possède une capacité remarquable à compléter ce qui lui manque. Lorsqu'une histoire reste inachevée, il invente parfois ce que la réalité n'a jamais eu le temps de construire. Il imagine les voyages qui n'ont pas eu lieu, les conversations qui n'ont jamais existé, les gestes qui auraient peut-être changé le cours des choses. Ce mécanisme est profondément humain. Il ne traduit pas forcément une incapacité à avancer. Il montre simplement que le cerveau cherche naturellement à donner une forme cohérente à ce qui est resté suspendu. Texte inspiré de Louise Hay rappelle que les pensées prennent de la force lorsqu'elles sont nourries par une émotion répétée. Mais cette force ne dit rien, à elle seule, de leur justesse. Une pensée peut être intense sans être un guide fiable. Elle peut simplement refléter une blessure qui demande encore à être comprise. Cette distinction est essentielle, car beaucoup confondent intensité émotionnelle et vérité absolue. Dans les relations modernes, cette confusion est devenue plus fréquente. Nous vivons entourés d'informations qui entretiennent l'impression que tout peut être expliqué immédiatement. Si quelqu'un répond moins vite, nous cherchons une raison. S'il devient plus discret, nous imaginons un scénario. Si une relation change de rythme, nous essayons d'interpréter chaque détail. Cette recherche permanente de sens fatigue profondément l'esprit. À force de vouloir comprendre chaque variation, on finit parfois par perdre le contact avec ceux qui est simplement en train de se vivre. Il est frappant de constater que les personnes les plus anxieuses dans leurs relations ne sont pas toujours celles qui aiment le plus. Ce sont souvent celles qui supportent le moins bien l'incertitude. Elles ne souffrent pas uniquement de l'absence de l'autre. Elles souffrent surtout de ne pas savoir ce que cette absence signifie. Le cerveau préfère souvent une mauvaise nouvelle à une absence de réponse,
parce qu'une réponse, même douloureuse, met fin à l'incertitude. L'attente, elle, maintient le système nerveux dans un état d'alerte qui peut durer des semaines, parfois des mois. Carl Jung s'intéressait beaucoup au paradoxe de la psyché humaine. Il remarquait que ce que nous poursuivons avec le plus d'intensité révèle parfois moins un désir qu'un manque intérieur. Cette idée ne signifie pas que les sentiments sont illusoires. Elle invite simplement à regarder plus profondément. Lorsqu'une femme pense sans cesse à un homme, il est parfois utile de se demander « Qu'est-ce que cette présence représente aujourd'hui dans ma vie ? Représente-t-elle une personne réelle avec ses qualités et ses limites ? Ou bien est-elle devenue le symbole d'une sécurité, d'une reconnaissance ou d'un avenir auquel je m'accroche sans même m'en apercevoir ? Cette question peut sembler inconfortable parce qu'elle déplace l'attention. Au lieu d'observer uniquement l'autre, elle invite à explorer son propre monde intérieur. Pourtant, c'est souvent à cet endroit que les réponses deviennent les plus utiles. Les relations nous montrent rarement uniquement qui est l'autre. Elles révèlent aussi la manière dont nous construisons l'attachement, dont nous réagissons à la distance et dont nous donnons un sens à notre propre valeur. Il existe d'ailleurs une différence que l'on remarque souvent avec le temps. Les personnes qui retrouvent un véritable équilibre après une séparation ne sont pas forcément celles qui oublient le plus vite. Elles sont souvent celles qui acceptent progressivement de ne plus faire dépendre leur identité d'une seule histoire. Elles continuent à ressentir de la tendresse, parfois même de la nostalgie, mais elles cessent de laisser ces émotions définir chacune de leurs journées. Elles reprennent contact avec d'autres aspects de leur vie, leurs amitiés, leurs projets, leur créativité, leur curiosité. Peu à peu, l'autre cesse d'être le centre autour duquel tout gravite. Cette évolution ne se produit pas parce que les souvenirs disparaissent. Elle se produit parce qu'ils changent de place. Ils ne sont plus un espace où l'on vit en permanence. Ils deviennent une partie du passé qui peut être regardée sans absorber tout le présent. C'est peut-être là que réside l'un des plus grands malentendus autour de cette question. Que ressent un homme lorsque tu penses souvent à lui ? Il est possible qu'il ressente parfois quelque chose. Il est possible aussi qu'il ne perçoive rien de particulier. Les êtres humains restent complexes, et aucune relation ne suit une règle unique. En revanche, une chose est presque certaine. Les pensées que tu entretiens chaque jour façonnent profondément celle que tu deviens. Elles influencent ta manière d'aimer, de parler, d'écouter, de poser des limites et d'entrer en relation avec le monde. Au fond, la véritable transformation ne commence peut-être pas lorsque quelqu'un pense enfin à toi. Elle commence lorsque tes pensées cessent progressivement d'être un lieu d'inquiétude pour devenir un lieu où tu peux enfin respirer. C'est à partir de cet espace intérieur plus paisible que les relations prennent une autre couleur. Elles ne sont plus alimentées par le besoin de combler un vide, mais par le désir sincère de rencontrer l'autre tel qu'il est, sans lui demander inconsciemment de porter tout le poids de notre équilibre émotionnel. C'est souvent dans cette simplicité retrouvée que les liens les plus authentiques trouvent enfin la possibilité de grandir. Il existe une scène que beaucoup ont déjà vécue sans vraiment la comprendre. Pendant des semaines, une femme attend un message qui n'arrive jamais. Elle regarde régulièrement son téléphone, imagine différentes explications, se demande si elle devrait écrire la première ou patienter encore. Puis un jour, elle cesse presque malgré elle d'attendre. Non parce qu'elle a cessé d'aimer, mais parce que la fatigue émotionnelle devient plus forte que l'espoir. Elle recommence à sortir, retrouve certaines habitudes, rit davantage avec ses proches, dort un peu mieux. Et c'est parfois précisément à ce moment-là que l'homme reprend contact. Certaines personnes y voient une preuve que les pensées attirent automatiquement l'autre. D'autres parlent de synchronicité. Pourtant, avant de chercher une explication mystérieuse, il est intéressant d'observer ce qui s'est réellement passé. Ce qui a changé, ce n'est pas seulement la fréquence de ses pensées, c'est la qualité de sa présence au monde. Pendant longtemps, une grande partie de son énergie psychique était tournée vers une seule question. Que fait-il ? Lorsque cette question cesse progressivement d'occuper tout l'espace, quelque chose devient immédiatement visible. Son attention recommence à circuler. Elle écoute davantage les conversations. Elle retrouve le plaisir de certaines activités qu'elle avait presque abandonnées. Son visage change légèrement, sa manière de parler aussi. Rien n'est spectaculaire, mais son entourage le remarque souvent avant elle. Les êtres humains sont extrêmement sensibles à ce type de transformation, pas parce qu'ils lisent dans les pensées, mais parce qu'ils perçoivent inconsciemment les changements d'attitude. Nous avons tendance à imaginer que l'attirance,
dépend uniquement de critères visibles. Le physique, les mots, le comportement. Pourtant, une grande partie de ce que nous ressentons en présence de quelqu'un échappe à notre conscience. Nous détectons si une personne est détendue ou constamment en état d'alerte. Nous sentons lorsqu'elle écoute réellement ou lorsqu'elle attend simplement notre réaction. Sans pouvoir toujours l'expliquer, notre système nerveux répond à celui de l'autre. Le texte inspiré de Louise Hay met souvent l'accent sur l'idée que le monde extérieur reflète progressivement notre état intérieur. Cette idée est parfois interprétée de manière trop littérale, comme si chaque pensée produisait immédiatement un événement. En réalité, le mécanisme est souvent beaucoup plus humain. Lorsque notre état intérieur change, notre manière d'être en relation change également. Et cette évolution influence naturellement les échanges que nous entretenons avec les autres. Il existe un autre aspect dont on parle rarement. Le manque modifie la perception du temps. Interminable. 1 heure sans réponse paraît anormalement longue. Le cerveau revient sans cesse vers la même attente, comme s'il vérifiait constamment si quelque chose avait changé. À l'inverse, lorsque cette attente diminue, les journées retrouvent un autre rythme. Le temps cesse d'être organisé autour d'une seule personne. Ce changement est profondément libérateur, parce qu'il permet de redécouvrir une vérité que beaucoup oublient dans les relations. Une vie ne peut pas reposer durablement sur une seule présence. L'amour enrichit une existence. Il ne devrait pas devenir son unique fondation. Dans les consultations de psychologues, un phénomène revient régulièrement. Certaines personnes disent « Je ne comprends pas pourquoi je pense encore autant à lui ». Mais lorsqu'elles racontent leur journée, une réalité apparaît peu à peu. Elles ont progressivement abandonné plusieurs espaces qui nourrissaient leur équilibre. Certaines amitiés, des passions, parfois même des projets personnels. Sans s'en apercevoir, la relation a fini par occuper une place beaucoup plus grande qu'elle ne l'était au départ. Ce déplacement est rarement volontaire. Il se produit lentement. On annule une sortie parce qu'on espère un appel. Puis une autre. On repousse un projet en attendant que la situation sentimentale se clarifie. Quelques mois plus tard, toute l'organisation intérieure dépend presque entièrement de cette relation. Lorsqu'elle vacille, c'est toute la structure qui semble s'effondrer. Carl Jung rappelait que ce qui n'est pas suffisamment développé à l'intérieur cherche souvent à être complété à l'extérieur. Cette idée ne signifie pas qu'il faille devenir totalement indépendant pour aimer. Elle rappelle simplement qu'une relation devient beaucoup plus fragile lorsqu'elle est chargée de répondre à tous nos besoins psychologiques à la fois. Un homme ne peut pas être simultanément notre sécurité. Notre estime personnelle, notre avenir, notre paix intérieure, notre confiance est notre unique source de joie. C'est une responsabilité beaucoup trop lourde pour n'importe quel être humain. Et, paradoxalement, plus cette responsabilité devient importante, plus la relation risque de perdre sa spontanéité. Les hommes ressentent souvent cette pression sans parvenir à la nommer. Ils disent qu'ils ont besoin d'espace, qu'ils ne savent plus exactement pourquoi ils se sentent fatigués ou qu'ils ont l'impression de porter quelque chose qui les dépasse. Ils ne parlent pas toujours du comportement de l'autre. Ils réagissent parfois au poids invisible que la relation a progressivement accumulé. À l'inverse, une femme qui continue à construire sa propre vie tout en aimant profondément quelqu'un transmet une sensation très différente. Elle n'aime pas moins intensément, elle aime autrement. Son amour ne demande pas continuellement à être rassuré pour exister. Il laisse respirer la relation. Cette liberté est souvent mal comprise. Beaucoup la confondent avec l'indifférence. En réalité, ces deux états n'ont rien en commun. L'indifférence ferme le cœur. La sérénité le laisse ouvert sans chercher à retenir. C'est une nuance immense. Les relations les plus solides ne sont pas toujours celles où deux personnes pensent constamment l'une à l'autre. Ce sont souvent celles où chacune peut continuer à exister pleinement, sans vivre chaque absence comme une menace. Elles savent que l'attachement n'a pas besoin d'être alimenté par l'inquiétude, permanente pour rester vivant, peut-être. Est-ce cela que beaucoup découvrent avec le temps? L'amour ne devient pas plus profond parce qu'il occupe toutes les pensées. Il devient souvent plus mature lorsqu'il cesse d'occuper toute la place. Lorsqu'une femme retrouve progressivement cette respiration intérieure, quelque chose change presque naturellement. Ses pensées deviennent moins lourdes. Son regard sur l'homme évolue aussi. Elle commence à le voir comme une personne réelle, avec ses limites, ses hésitations et son propre monde intérieur, plutôt que comme la seule réponse possible à ses besoins affectifs. À partir de cet instant,
La question « Que ressent-il lorsque je pense à lui ?» perd peu à peu de son importance. Une autre prend discrètement sa place. Est-ce que la manière dont je l'aime me permet encore d'être pleinement moi-même? Cette question n'apporte peut-être pas une réponse immédiate, mais elle ouvre souvent la porte à une compréhension beaucoup plus profonde. Car les relations qui durent ne sont pas celles où l'on pense le plus intensément à l'autre. Ce sont souvent celles où deux personnes parviennent à rester profondément présentes, l'une pour l'autre, sans jamais cesser d'habiter pleinement leur propre vie. Toutes les relations ne disparaissent, pas le jour où deux personnes cessent de se parler. Certaines continuent d'exister d'une manière beaucoup plus discrète. Elles survivent dans les habitudes de pensée, dans les réactions automatiques, dans les comparaisons silencieuses que l'on fait sans même s'en rendre compte. Une femme peut avoir tourné la page en apparence, reconstruire sa vie, rencontrer de nouvelles personnes et pourtant constater, plusieurs années plus tard, qu'un simple détail suffit encore à faire remonter un ancien lien. Ce détail n'est pas forcément spectaculaire. Il peut s'agir d'une façon de sourire, d'un parfum porté par un inconnu dans le métro, d'une phrase entendue au détour d'une conversation ou même d'une ville aperçue sur une carte. Le cerveau ne fonctionne pas comme une bibliothèque où chaque souvenir est soigneusement rangé dans une case. Il fonctionne davantage comme un immense réseau d'associations. Une émotion en appelle une autre, un son rappelle un visage, un lieu révèle une sensation oubliée depuis longtemps. C'est pourquoi il faut se méfier des conclusions trop rapides. Penser soudainement à quelqu'un ne signifie pas automatiquement que cette personne est destinée à revenir dans notre vie. Cela signifie souvent que quelque chose, dans notre monde intérieur, vient d'être touché. Cette distinction est importante parce qu'elle évite de transformer chaque émotion en message caché. Toutes les émotions ont une signification. En revanche, elles ne parlent pas toujours de l'autre. Très souvent, elles parlent de nous. Le texte inspiré de Louise Hay insiste sur le fait que les relations extérieures deviennent plus claires lorsque nous acceptons d'observer honnêtement notre paysage intérieur. Nos pensées ne créent pas seulement des attentes, elles révèlent aussi les endroits où nous cherchons encore inconsciemment une sécurité que nous n'avons pas complètement construite en nous-mêmes. Existe un phénomène psychologique fascinant que l'on retrouve chez de nombreuses personnes après une histoire importante. Elles rencontrent quelqu'un de nouveau, mais sans le vouloir, elles commencent à comparer. Pas toujours de manière consciente. Elles remarquent que cette nouvelle personne rit différemment, écoute autrement, exprime ses émotions avec plus ou moins d'intensité. Ce processus semble naturel. Pourtant, il influence profondément la manière dont une relation naît. Le cerveau compare parce qu'il cherche des repères. Mais lorsqu'il compare trop longtemps, il cesse de découvrir. Il regarde le présent avec les lunettes du passé, et ces lunettes déforment souvent la réalité. Certaines personnes ne donnent jamais réellement sa chance à une nouvelle histoire parce qu'elles continuent inconsciemment à dialoguer avec l'ancienne. Ce dialogue n'a plus lieu dans les messages ou les rencontres. Il se déroule entièrement à l'intérieur. Elles se demandent comment leur ancien partenaire aurait réagi, ce qu'il aurait pensé ou ce qu'il aurait dit. Sans le vouloir, elles installent un troisième personnage invisible dans chaque nouvelle relation. Cette présence silencieuse finit par peser, pas parce que le passé refuse de partir, mais parce que personne ne lui a véritablement donné une place. Nous parlons souvent de tourner la page, comme si le cerveau pouvait effacer certaines expériences par simple décision. La réalité est beaucoup plus nuancée. Une relation importante ne disparaît pas. Elle s'intègre progressivement dans notre histoire personnelle. Lorsque cette intégration se fait naturellement, le souvenir devient plus calme. Il cesse d'interrompre constamment le présent. Il devient une partie de notre parcours, non le centre autour duquel tout continue de graviter. Le problème apparaît lorsque cette intégration ne se produit jamais. Certaines histoires restent suspendues pendant des années, elles ne sont ni vraiment terminées, ni réellement vivantes. Elles occupent une sorte d'espace intermédiaire qui consomme discrètement beaucoup d'énergie émotionnelle. Cette énergie se manifeste parfois de manière inattendue. Une femme peut croire qu'elle cherche simplement un homme qui lui corresponde, alors qu'en réalité, elle cherche inconsciemment quelqu'un capable d'effacer une ancienne déception. Ce n'est plus une rencontre libre, c'est une réparation. Et lorsqu'une relation commence avec cette mission invisible, elle porte dès le départ un poids qui ne lui appartient pas. Carl Jung expliquait que tout ce qui n'est pas pleinement conscient tend à orienter nos choix sans que nous nous en apercevions. Cette observation éclaire de nombreuses histoires sentimentales.
Beaucoup pensent choisir leur partenaire uniquement selon leurs préférences conscientes. Pourtant, des blessures anciennes, des modèles familiaux ou des besoins affectifs non résolus influencent souvent ces décisions bien davantage que nous ne l'imaginons. On retrouve cela dans des situations très concrètes. Certaines personnes sont attirées par ceux qui restent émotionnellement distants, non parce qu'elles aiment la souffrance, mais parce que cette distance leur paraît étrangement familière. D'autres se méfient lorsqu'une relation devient simple et paisible. Elles ont connu tellement d'intensité émotionnelle qu'elles confondent parfois la tranquillité avec un manque d'amour. Leur système nerveux est habitué aux montagnes russes. La stabilité lui semble presque étrange. Notre époque renforce facilement cette confusion. Les films, les séries et même les réseaux sociaux présentent souvent les relations les plus mouvementées comme les plus passionnées. Les réconciliations spectaculaires, les séparations dramatiques et les émotions extrêmes attirent davantage l'attention que deux personnes qui apprennent lentement à se comprendre. À force d'être exposées à ces récits, beaucoup finissent par croire qu'une relation paisible manque forcément d'intensité. Pourtant, dans la réalité, les liens les plus solides ressemblent rarement à un feu d'artifice permanent. Ils ressemblent davantage à un endroit où le système nerveux peut enfin se détendre, où chacun peut parler sans craindre d'être constamment mal interprété, où le silence ne provoque plus immédiatement de l'angoisse, où il n'est plus nécessaire d'analyser chaque mot pour vérifier si l'amour existe encore. Cette forme de sécurité est souvent moins spectaculaire que les débuts, passionnés, mais elle permet à quelque chose de beaucoup plus précieux de grandir. La confiance. Et la confiance ne naît presque jamais d'une émotion intense. Elle naît de la répétition, de petits gestes cohérents. Elle se construit lorsqu'une parole est suivie d'un acte. Lorsqu'une promesse n'a pas besoin d'être répétée sans cesse pour être crédible. Lorsqu'une personne devient progressivement prévisible dans ce qu'elle offre de meilleur, sans pour autant perdre sa spontanéité. Peut-être est-ce finalement ce que beaucoup recherchent lorsqu'ils se demandent si un homme ressent leurs pensées. Au fond, cette question cache souvent un désir plus profond, celui de savoir si le lien existe réellement, même lorsque les mots se taisent. Et cette réponse ne dépend pas uniquement de ce qui traverse l'esprit de l'un ou de l'autre. Elle dépend surtout de ce que chacun construit, jour après jour, à travers sa manière d'être présent, de respecter l'autre et de rester fidèle à lui-même. Car ce ne sont pas toujours les pensées les plus insistantes qui créent les relations les plus fortes. Bien souvent, ce sont les présences les plus sincères, les plus calmes et les plus authentiques qui laissent l'empreinte la plus durable dans le cœur d'un être humain. Après tout ce que nous avons exploré ensemble, la question du début paraît peut-être un peu différente. Que ressent un homme lorsque tu penses souvent à lui? Il est possible qu'il ressente parfois une forme de nostalgie. Il est possible que certains souvenirs reviennent au moment où il s'y attend le moins. Il est aussi possible qu'il ne perçoive rien de particulier. Chaque être humain possède son histoire, sa sensibilité et sa manière de vivre ses émotions. Aucune règle universelle ne peut expliquer toutes les relations. Mais cette vidéo n'avait jamais pour objectif de te donner une réponse magique. Elle avait pour objectif de t'amener vers une question bien plus profonde. Que deviennent tes pensées lorsqu'elles habitent ton esprit chaque jour? Car c'est là que se joue la véritable transformation. Le texte inspiré de Louise Hay nous rappelle que nos pensées façonnent progressivement notre manière d'aimer, de parler, de réagir et de construire notre vie. Elles ne changent pas seulement ce que nous ressentons, elles influencent la personne que nous devenons au fil du temps. Si tes pensées naissent de la peur d'être oublié, elles finiront souvent par alimenter cette peur. Si elles naissent du manque, elles risquent de transformer chaque silence en souffrance. Si elles naissent de la comparaison, elles te feront chercher des réponses là où il n'y a parfois que des interprétations. Mais lorsqu'elles naissent d'un profond respect pour toi-même, quelque chose change silencieusement. Tu ne cherches plus désespérément à savoir ce qui se passe dans l'esprit de l'autre, tu commences à prendre soin du tien. Et cette différence transforme bien plus qu'une relation. Elle transforme la manière dont tu traverses toute ton existence. Carl Jung écrivait que l'on ne devient pas éclairé en imaginant la lumière, mais en prenant conscience de ce qui vit dans notre propre obscurité. Cette phrase rappelle une vérité essentielle. Les relations sont souvent des miroirs. Elles révèlent nos blessures, nos attentes, nos peurs, mais aussi notre capacité à aimer sans nous perdre. Peut-être que cet homme est entré dans ta vie pour
Une raison que tu n'avais jamais envisagée. Peut-être n'était-il pas seulement là pour t'apprendre ce qu'est l'amour. Peut-être était-il aussi là pour te montrer les endroits où tu avais oublié de t'aimer toi-même. Et si c'est le cas, alors cette rencontre possède déjà une immense valeur, qu'elle continue ou non, parce qu'une relation importante ne se mesure pas uniquement au temps qu'elle dure. Elle se mesure aussi à ce qu'elle révèle en nous. Il arrive qu'une personne reste quelques mois dans notre vie et transforme profondément notre regard sur nous-mêmes. Une autre peut rester des années sans jamais nous permettre de grandir. Ce n'est donc pas la durée qui donne son sens à une histoire. C'est la manière dont cette histoire nous change. Lorsque tu penseras désormais à cet homme, ne te demande peut-être plus uniquement ce qu'il ressent. Demande-toi aussi ce que ces pensées construisent à l'intérieur de toi. Te rendent-elles plus libre, plus apaisée, plus présente à ta propre vie? Ou bien entretiennent-elles une attente qui t'éloigne peu à peu de toi-même? Ces questions, non, pas pour but de juger tes sentiments. Elles t'invitent simplement à les regarder avec davantage de lucidité et de douceur, car l'amour n'est pas censé réduire ton monde, il est censé l'agrandir. Il ne devrait pas t'éloigner de toi-même, il devrait t'aider à devenir plus pleinement toi-même, et c'est probablement le plus beau message que Louise Hay a cherché à transmettre tout au long de son œuvre. L'amour que tu offres aux autres ne pourra jamais être plus paisible que celui que tu cultives envers toi-même. Lorsque cette relation intérieure commence enfin à guérir, quelque chose de très discret se produit. Tu n'as plus besoin de poursuivre, tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin d'interpréter chaque silence comme une réponse. Tu apprends simplement à rencontrer les autres sans perdre le lien avec toi-même. Et c'est souvent à partir de cet équilibre que les relations les plus authentiques trouvent naturellement leur place. Si cette vidéo t'a aidé à voir les relations, le subconscient et les pensées sous un angle nouveau, pense à t'abonner à la chaîne, à laisser un j'aime et à partager cette vidéo avec une personne qui en aurait peut-être besoin aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Prends soin de ton cœur, de ton esprit, et surtout de la relation la plus importante de toute ta vie, celle que tu construis chaque jour avec toi-même.